Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le précédent entretien avec Charles Mikungilundu, président adjoint de la Côte BCI, a suscité beaucoup de réactions. Et à la demande de plusieurs d'entre vous, nous revenons devant vous pour plus de précisions et d'éclaircissements. Comme d'habitude, je reçois une fois encore Charles Mikungilundu, président adjoint de la Côte BCI, venu sur ce plateau pour édifier le peuple de Dieu sur le sujet qui crée de l'amalgame dans cette affaire Luzolo Amour OPH en justice. Bonjour Papa Charles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en ce moment précis. Et j'anticipe déjà pour présenter nos sincères excuses aux uns et aux autres parce que nous communiquons beaucoup ces derniers temps. Certains peuvent se poser la question de savoir pourquoi tant de sorties sur le plan médiatique, pourquoi tant de sorties sur le plan de la communication. D'autres vont peut-être trouver cela excessif. C'est la raison pour laquelle, par anticipation, je présente mes sincères excuses aux uns et aux autres et nous dirons tout à l'heure pourquoi nous sommes obligés de procéder de la sorte. Alors, cher Président, certains auditeurs et téléspectateurs vous ont trouvé quelque peu remontés, sinon en colère lors du premier entretien. Partagez-vous cette observation? Il est vrai, et mes enfants me l'ont dit aussi, que je n'ai peut-être pas été dans la sérénité dans laquelle j'aborde souvent ce genre d'entretien, mais il faut dire qu'il y a des moments où il faut aussi réagir. Vous savez pourquoi vous nous voyez sur les médias, pourquoi vous nous voyez communiquer. Ce n'est pas parce que nous voulons exprimer je ne sais quoi, mais c'est parce que cette question, il faut comprendre que cette question liée au conflit en cours dans notre association est sortie du cadre spirituel, est sortie du cadre, je dirais même normal, est sortie du cadre de l'association. Dès lors que la liberté de certains est menacée par des peines d'emprisonnement, dès lors que la liberté des pères de famille se trouve être menacée, et dès lors que la vie de certains se trouve être également menacée, nous disons que il est de bon aloi que nous puissions nous exprimer pour dire que contrairement à ce qui est présenté à gauche et à droite, nous ne sommes pas coupables d'actes de banditisme, d'actes d'escroquerie, d'actes d'assassinat ou de tentatives d'assassinat, ou simplement d'une faute qui peut nous mettre face à la répression de la loi. Donc, nous avons des enfants, nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons des collègues de travail, nous avons des hiérarchies professionnelles. Et il faut qu'on s'exprime pour leur dire que ce qui est dit à gauche et à droite en ce qui nous concerne n'est pas la réalité. Et si dans un domaine donné, nous l'avons dit et nous n'avons pas été compris pour des raisons que nous évoquerons tout à l'heure, eh bien, nous donnons cette information non seulement au peuple de Dieu, mais nous donnons l'information aussi à l'opinion nationale, à l'opinion internationale pour clarifier. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler dans le vide, nous allons nous baser sur des éléments, sur des supports. Et à la fin, ceux qui vont nous suivre, qui ont vraiment le souci sincère de comprendre ce qui se passe, s'ils ne comprennent rien, alors là, il y a problème. Parce qu'il y a ceux qui vont nous suivre dans l'objectif de comprendre. Et à cela, nous disons, nous allons tenter au cours de cet entretien, puisque vous avez demandé des éclaircissements, de mettre à votre disposition certains éléments concrets. Il y a ceux qui vont nous suivre avec des a priori, c'est-à-dire qui ont déjà leur idée arrêtée. Et tout ce que nous pourrons dire aujourd'hui ne servira à rien. Mais au moins, nous aurons eu le temps de leur dire ce que nous avons à dire. Donc voilà, oui, j'étais un peu remonté lors de l'émission précédente parce que, madame la journaliste, mais encore même, quand vous avez commis, vous demandez pardon. Et quand vous avez commis, il y a des moments où vous bénéficiez de circonstances atténuantes.
Mais là, en tout cas, vous menez une vie de fugitif. C'est comme une vie de fugitif, c'est comme une vie de recherché. On vous salit partout. C'est vrai. La Bible dit, priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maltraitent, ou vice-versa. C'est vrai. Mais, madame la journaliste, je ne suis pas Jésus. La capacité de pardonner de Jésus, c'est la capacité de pardonner de Dieu. C'est vrai que Dieu nous demande d'en arriver là, mais c'est ce que nous avons fait. Depuis toujours, nous avons souhaité nous asseoir. Nous n'avons jamais souhaité extérioriser ce problème. Et nous avons simplement constaté que chaque fois que nous faisons le premier pas pour un règlement à l'amiable de ce problème, on nous impose des règlements au niveau extérieur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, parce qu'il y a Dieu, on va nous amener aussi sur la croix, mais la traçabilité des Écritures dit que ce n'est pas Mikungi qui devait être sur la croix, mais c'est Jésus qui est sur la croix. C'est Guy-Émile qui a été attenté à Yala Nsangamani. Donc voilà pourquoi nous communiquons. Alors, certains points évoqués la dernière fois nécessitent un éclaircissement. Tout d'abord, pourquoi dites-vous que l'association répondant au récépissé 004 n'est pas de Guy-Émile Foissé Chikwabo? Voilà, donc là, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la fois dernière. Je vais être très précis, avec support à l'appui. Parce que, madame la journaliste, vous allez vous rendre compte que depuis que ce conflit a commencé, nous ne venons qu'avec des supports. Nous ne venons qu'avec des éléments. Nous nuisons, j'allais dire, ni d'intimidation, ni de menaces. Mais nous présentons des supports. Alors, à la place de support, quelle est la réponse qu'on nous donne de l'autre côté? C'est des procès, des intimidations, des menaces, des accusations sans tête ni queue. Quand vous avez raison et que vous disposez des éléments qu'il faut pour soutenir votre raison, eh bien, vous présentez les éléments, un point, un trait. Aujourd'hui, en ce qui concerne le 004, nous avons simplement demandé à M. Bikindou Bissombolo de nous dire qui l'a mandaté, c'est tout. Nous reconnaissons la voix de Guy-Émile Foissé Chikwabo. Nous reconnaissons l'écriture de Guy-Émile Foissé Chikwabo. Pourquoi le débat est allé loin? La question au départ, elle était simple. Tu as changé le récépissé? Oui. Qui te l'a dit? Où sont les éléments? Donc, pour vous dire, pour répondre à votre question, je m'en vais d'abord vous dire qu'en ce qui concerne le récépissé 004, dès que nous avons eu vent de ce récépissé, nous avons envoyé un auxiliaire de justice au niveau de la Direction générale de l'administration de territoire pour aller se rendre compte de l'existence d'abord de ce récépissé, de l'existence des documents qui soutiennent ce récépissé et aussi de la clarification sur la procédure utilisée pour l'obtention de ce récépissé. Et nous avons le procès verbal qui est là et c'est sur la base de ce procès verbal et des éléments que nous avons fournis que le ministère de l'Intérieur, à travers la Direction générale de l'administration de territoire, avait eu à réhabiliter le récépissé 884/83 et aussi à annuler le récépissé 004. Je m'en vais ici vous prendre une seule mention parce que les gens étaient écoutés sur procès verbal sous serment. Et nous avons les responsables au niveau de cette administration, la Direction générale de l'administration de territoire, qui nous ont dit à l'huissier que là étant, ces responsables nous ont exigé d'obtenir une autorisation spéciale de la hiérarchie car, suivez très bien, car l'affaire l'association Nzolwamu OPH, en sigle ASLA OPH, pose d'énormes problèmes au sein de leur administration pour cause d'intervention et complicité diverses, et cela jusqu'au haut niveau. Ça, ce sont les fonctionnaires au niveau de la Direction générale de l'administration de territoire qui répondent en répondant aux questions de l'huissier de justice qui va et qui se rend compte qu'il a du mal tout d'abord à trouver le dossier. Quand il retrouve le dossier, il se rend compte que le dossier présent au niveau de cette haute administration est le dossier déposé depuis 2001 dans le cadre du récépissé 884/83. Et devant son insistance, eh bien, il a par exemple cette révélation. Les noms des fonctionnaires sont là dans le procès verbal. Et ce qui attire notre attention, c'est aussi le fait que l'huissier de justice, pour se rendre compte de la conformité du 004, dit ceci. Sur le registre arrivé courrier année 2014-2015 à nos jours, aucune trace du dossier de l'association Nzolwamu OPH, en sigle ASLA OPH.
Sur le registre d'orientation et de traitement des dossiers année 2014 à nos jours, aucune trace du dossier de l'association Zulamo OPH en sigle à ça OPH. Sur le registre des visas, année 2010 à nos jours, aucune trace du dossier de l'association Luzolo Amour en sigle OPH. Voyez, vous prenez le premier élément qui dit que ce dossier suscite tellement de problèmes et qu'il y a des complicités. Ça, c'est dit par les fonctionnaires qui sont présents. Vous prenez le constat qu'il n'y a aucune trace de ce nouveau récépissé et vous continuez, vous avez l'inventaire de tous les documents qui sont trouvés sur place. C'est le constat d'un auxiliaire de justice dont la responsabilité est engagée, qui ne pouvait pas se permettre d'écrire du n'importe quoi. Donc déjà, on vous dit, on vous donne là des éléments sur le 004 en ce qui concerne sa conformité au niveau de l'administration. C'est sur la base de tous ces éléments, je répète, que nous sommes repartis vers le ministère de l'Intérieur et nous avons obtenu la réhabilitation du 884/83. C'est quand même une haute administration qui ne peut pas se tromper. Donc, vous voyez que sur la forme déjà, cela pose problème. Donc, aucun mandat. Je vais par exemple vous dire qu'en 2008, quand nous voulons avoir un agrément de l'association au niveau de la République démocratique du Congo, eh bien, ce n'est pas M. Bikindu Bisombolo qui écrit, mais c'est le président fondateur qui écrit. Vous avez là une lettre qui date du 2 janvier 2008, parmi les dernières qu'il a eu à écrire, demande d'agrément, pièce jointe, statut et règlement intérieur. Et cette lettre est écrite sous le timbre du récépissé 884/83, le 2 janvier 2008. Le 2 janvier 2008, signé par le président fondateur par ce même récépissé. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le délai, c'est lui. Donc, s'il était dans les dispositions de ne pas demander lui-même, il donnait mandat comme d'habitude. Il dit « j'ordonne ». Donc, ça c'est des questions de forme déjà. Je ne vais pas m'étendre pour vous montrer qu'il y a anguille sous roche. Dans le fond, vous avez une note par laquelle le président fondateur dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux, les statuts et le règlement intérieur. Comme le maître peut donner aussi d'autres instructions. Certainement qu'il a donné des instructions pour changer. Donc, le problème au départ était simple. C'est simplement dire au peuple de Dieu, voilà, le maître a dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux. Maintenant, il vient d'envoyer un contre-ordre pour dire que nous pouvons maintenant changer les textes. C'était simple. Mais les gens ont attendu, ils n'ont jamais eu ce contre-ordre, mais à la place, ils ont eu de nouveaux documents qui ont été donc nouveaux documents qui ont été changés. Ces documents posent des problèmes dans le fond. Pourquoi? Parce que non seulement ils ne répondent pas à la volonté du président fondateur, mais encore, il y a des dispositions dans ces nouveaux textes qui vont à l'encontre non seulement de la volonté du président fondateur, mais encore des statuts, des textes fondamentaux. Regardez, le président fondateur dit ne changez pas. Ils ont changé. Les nouveaux statuts qu'ils ont eu à mettre en place sont là. Le nouveau règlement intérieur est là. Mais le peuple dit, ok, c'est bon. Mais dites-nous, nous avons l'audio, la voix du grand maître. Nous avons les écrits où le maître dit, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer. Mais comme vous avez changé, il n'y a pas de problème. Donnez-nous le mandat. Or, l'erreur qu'ils commettent, c'est que dans leur nouveau texte, ils confirment l'absence physique sans le dire, mais ils confirment dans leur disposition l'absence physique de Guy-Émile Oufouas-Sedi Kouabo. Ils confirment dans leur disposition qu'ils n'ont plus jamais été en contact avec Guy-Émile Oufouas-Sedi Kouabo. Ils confirment qu'ils ne seront plus jamais en contact avec lui. Comment? Vous voyez que dans la note qui le nomme, lui, monsieur Bikindu Bisombolo, dans la note qui le nomme, j'ai pris le temps de présenter des supports parce que les gens vont passer sur les médias en train d'insulter, en train de raconter. Nous, on va sur la base des supports. Et c'est ce que nous avons fait depuis le départ. C'est pour ça que j'ai dit à la fin de cet entretien, si les gens trouvent qu'il y a, au moins, on aura mis à leur disposition ce qu'il faut. Vous savez, lui, il est nommé pourquoi?
Parce qu'il faut se le dire. Parce qu'aujourd'hui, il engage l'association sans en avoir reçu mandat, mais il n'est pas le second de Guy Moufassi. Il n'est pas l'adjoint. Quand on le nomme, la note est du 29 novembre 2004. Et le timbre de la note est du 884-4. Donc celui qui parle du 004 aujourd'hui, la note qui le nomme, le timbre c'est le 884-83. Et le maître dit dans cette note, il m'a été donné de constater amèrement que depuis 1984 à ce jour, les présidents adjoints du bureau coordonnateur international, fondé de pouvoir et porte-parole du grand maître de l'OPH qui se sont succédés, ont plus que posé des problèmes à l'association que d'en résoudre. Ce triste constat m'oblige à ne plus nommer des frères et sœurs à ces fonctions pour me seconder. Ce triste constat m'oblige à ne plus nommer des frères et sœurs à ces fonctions pour me seconder. En conséquence, ces fonctions relèvent désormais de l'exclusivité du président fondateur de l'association Nzolamu OPH que je suis, ce conformément aux textes fondamentaux de la OPH. Cependant, je me réserve le droit de conférer occasionnellement à n'importe quel responsable la qualité de porte-parole du grand maître. Donc, je me réserve le droit de conférer occasionnellement à n'importe quel responsable la qualité de porte-parole du grand maître de l'OPH, comme je le fais depuis un certain temps pour des directives et des orientations. Donc, il n'y a plus, comme on disait, un fondé de pouvoir. Donc, il se réserve le droit de s'adresser à n'importe qui. C'est dans ce cas, d'ailleurs, qu'il s'adresse à ma personne, qu'il s'adresse aussi à d'autres personnes. Et il nomme, en conséquence, le grand chef Jean-Pierre Bikundou Bissot est nommé délégué permanent du président fondateur de la SOPH. À ce titre, il est chargé par procuration permanente du président fondateur de la SOPH d'assurer, procuration permanente, oui, mais pour faire quoi? D'assurer la coordination des activités du bureau coordinateur international et de la commission technique Côte-BCI, dont les attributions sont clairement définies dans les textes fondamentaux. Donc, on vous nomme, mais on met des garde-fous. On dit attention, on t'a nommé, mais il n'y a plus de second. 2, on t'a nommé, mais je peux m'adresser à n'importe qui et donner des directives. On t'a nommé, mais tu n'assures que la coordination du... Voilà, donc c'est clair. Maintenant, pourquoi je vous lis cette note? C'est parce que quand vous avez cette note et vous voyez ce qu'eux, ils ont fait, les textes fondamentaux, vous savez, quand le président fondateur le nomme, il aurait fallu qu'il change les textes fondamentaux, qu'il mette cette fonction dans les textes fondamentaux. Aujourd'hui, si nous allons dans tous les pays du monde, ils vont nous demander des textes fondamentaux. Et si M. Bikindou Bissomolo se présente comme délégué permanent, on va chercher dans les textes fondamentaux si la fonction existe, elle n'existe pas. C'est pour cela que eux, pour réparer, dans les nouveaux textes, ils disent dans leur règlement intérieur, dans l'article 12, qu'en cas d'empêchement du président fondateur de la SOPH, le délégué permanent du président fondateur de l'association Nzolamu OPH agit en lieu et place de ce dernier. Donc, vous voyez, ils disent, en cas d'empêchement du président fondateur, le délégué permanent agit en lieu et place de ce dernier. Nous, le peuple de Dieu, nous avons appris par la note qui le nomme qu'il n'y a plus de second. Là aussi, qu'est-ce que le peuple demande? Amène-nous le support contraire. Parce que le maître, en te nommant, a envoyé un audio, un écrit. Toi, tu dis tu peux maintenant le remplacer en cas de son empêchement. S'il est grippé, s'il a une petite toux, tu peux le remplacer. Mais donne-nous le support. Vous voyez que c'est tout ce qu'on demande. Le débat, il est tout à fait simple. Mais là où ça complique, c'est qu'on dit, quand il le remplace, il ne rend pas compte au président fondateur, mais il rend compte à un conseil, une commission, un comité de suivi des résolutions et recommandations du Conseil international de l'association de Nzolamu en vue d'obtenir de celui-ci un avis confirmatif ou infirmatif sur un projet de note circulaire portant nomination ou destitution d'un membre. Donc, il y a une commission qui naît, qui donne maintenant des ordres aux délégués. Donc, vous voyez que dans leur article-là, ils ont prouvé qu'ils ont enlevé le président fondateur de la gestion même de l'association, puisqu'il n'a plus rien à faire là. En cas d'empêchement, c'est l'empêchement permanent qu'ils ont constaté. Lui, il le remplace. Mais même lui, en le remplaçant, il n'a pas le droit de prendre des décisions. Il doit se conférer à un comité de suivi des résolutions et recommandations du Conseil international de l'association Nzolamu, qui doit confirmer ou infirmer ces décisions. Donc déjà dans le fond, cet article 12 met à nu leur volonté donc d'écarter le président fondateur de la gestion de son association parce qu'ils savent que depuis fin 2008, physiquement, il n'est plus en contact avec X ou Y parce que le nœud du problème, il est là. Donc, vous voyez que si nous allons même un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que
Quand ce récépissé est donc donné, c'est 004 en 2015, vous savez qu'en 2018, 3 ans après, quand nous préconisons de nous rendre en Côte d'Ivoire, donc nous écrivons à l'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassade de Côte d'Ivoire demande si nous sommes réguliers, et monsieur le directeur général de l'assurance du territoire répond le 18 mai 2018. Donc vous voyez, le 004 est donné en 2015. La direction générale de l'assurance du territoire est quand même une haute administration, et dont les enquêtes sont des enquêtes concrètes, vous voyez. Et donc, quand l'ambassadrice écrit à monsieur le DGST répond en disant, en réponse, ça c'est en 2018, en réponse à votre correspondance sur-référencée relative au statut juridique de l'association Nzoulamou OPH, désireuse d'effectuer un pèlerinage en Côte d'Ivoire avec une délégation de 160 de ses membres, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les éléments d'appréciation ci-après. Nzoulamou OPH est une association congolaise de bienfaisance à caractère spirituel, officiellement reconnue par les pouvoirs publics et qui dispose à cet effet d'un récépissé numéro 884-83 du 15 avril 1983, certifié et authentifié par la Direction générale de l'administration du territoire. La Direction générale de l'assurance du territoire est une instance importante de notre haute administration, qui peut même faire office de police judiciaire, etc., etc. Quand elle dit en 2018 que le récépissé valable c'est celui-là, c'est qu'elle a eu le temps de se référer à une autre direction du même ministère, parce que la DGST relève du ministère de l'Intérieur, donc la DGST ne pouvait pas donner une réponse de ce genre si elle n'avait pas pris la peine de se renseigner auprès d'une direction sœur à elle, qui est la Direction générale de l'administration du territoire, et qui lui dit en 2018 que le récépissé qui est reconnu pour notre association, c'est le 884-4. Donc, vous voyez, il y a tellement d'éléments, ce qui a fait dire à un huissier de justice que je connais, il dit, « Président, même sans me payer, je vais travailler sur ce dossier parce que ce n'est pas l'argent qui est mon motif, mais il y a tellement d'évidence dans votre dossier que la sincérité m'oblige à défendre ce dossier. » Donc, vous voyez, j'ai été un peu lent parce que moi, je veux parler avec des supports parce que vous aurez des gens demain, après-demain qui vont venir sur les télés, qui vont venir sur les radios en train de raconter du n'importe quoi. Et donc, vous voyez, sur la forme, je vous ai parlé de l'obtention, la conformité de ce récépissé. Sur le fond, je vous dis que les textes qu'ils ont eu à mettre en place ont prouvé simplement 2 choses. La première chose, c'est que ils savent pertinemment que Guy-Émile Houphouët-Boigny n'est plus en contact physique avec quiconque. 2, ils savent que les textes qui existent ne peuvent pas leur permettre de faire ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'ils ont tenté ce passage en force. Mais vous savez ce qui est de Dieu et de Dieu? Simon Kimbang avait dit en ce qui concerne la Bible, vous attraperez le voleur avec l'objet qu'il a volé. Donc, ils se sont eux-mêmes trahis dans leur texte, l'article 12, où ils écartent carrément le prénom fondateur qui lui-même dit « Je vais diriger mon association de génération en génération », qui lui-même dit « Je n'aurai plus de second et je suis libre de m'adresser à n'importe qui ». Et paf, on parle d'empêchement. En cas d'empêchement, et on dit « Le délégué permanent prend le relais ». Et il n'y a pas de support. C'est la question de support. Le peuple là, qui est avec nous, c'est un peuple discipliné. C'est un peuple, s'il entend, il reconnaît la voix du maître tout de suite. Donc, l'une des erreurs de M. Bikindou, c'est d'avoir agi en disant qu'il recevait des instructions de Guy-Émile Houphouët-Boigny, alors que depuis fin 2008, il n'a plus jamais reçu des instructions de lui. Et donc, s'il avait dit, sur la base de la loi de 1901, nous constatons l'absence physique de Guy-Émile Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça devait prendre une autre... C'était plus simple. C'est-à-dire que nous constatons. Nous, on allait lui répondre que non, les enseignements sont là, les directives sont là, les recommandations sont là. Donc, il faut faire. Mais c'est parce que il a voulu faire comme si depuis fin 2008, il reçoit tous les jours, puisque lui-même, il le dit même en pleine séance, en séance publique, je viens d'avoir un coup de fil de Dieu. Alors, il a des coups de fil de Dieu, et à un moment donné, il dit non, 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 depuis fin 2008, je n'ai plus ni audio, ni écrit. Donc, vous voyez, c'est cet amalgame-là. Et quand nous avons parlé la fois passée, ça a dû déranger certains. C'est pour ça que nous sommes revenus tranquillement dans les détails de chaque élément. Alors, Papa Président, beaucoup de gens ne comprennent pas cette histoire de recel et de trafic de cadavres entre le 15 et le 18 octobre 2008. Pouvez-vous donner des précisions à ce sujet?
Voilà. Donc, là aussi, j'entends dire beaucoup de choses. Vous savez, c'est des questions tellement sérieuses qu'on ne peut pas s'aventurer à dire ceci ou cela. Les gens doivent comprendre deux choses. Nous avons la considération de notre foi en Guy-Émile sur un plan spirituel. Mais Guy-Émile a un plan physique. Donc, on dit Guy-Émile homme et Guy-Émile Dieu, en ce qui concerne notre engagement, en ce qui concerne notre conviction. Donc, aujourd'hui, sur le plan spirituel, une certaine donnée de mort physique ne sera pas considérée dans la tête de ceux qui ont pour engagement la dimension spirituelle de Guy-Émile Loufois, c'est quoi? Maintenant, il faut se dire aussi que nous constatons ce que nous constatons aujourd'hui, c'est à partir d'une période donnée. Avant octobre 2008, il n'y a pas de problème dans l'association. Les instructions sont là, tout marche à merveille. Mais fin 2008, on commence à avoir du remous. Donc, cette période est importante. Donc, il faut éclaircir cette période. Moi, je n'ai pas été là où les gens ont prétendu avoir observé ceci, cela. Donc, quand j'ai eu une information sur une prétendue mort, j'ai fait le déplacement de Brazzaville. J'ai fait mon constat. Et c'est sur la base de ce constat que j'ai écrit par la suite au délégué permanent quand il a commencé à prendre des décisions qui allaient à l'encontre des directives de papa. Fort de ce que moi j'avais mené comme enquête, j'ai commencé à écrire. Madame la journaliste, je n'ai pas écrit au délégué permanent après comment enlever. J'ai commencé à écrire avant. Là, vous avez une de ses réponses. Le 23 janvier 2015, il me répond. Il dit, objet doléance approuvé. Frère président adjoint, j'accuse bonne réception de votre correspondance numéro 30 en date du 15 février 2015 portant l'objet demande de diligence. Vu que le volume de travail ces derniers temps en raison de préparatifs de la fête de Malakiman Fumo édition 2015 ne nous accorde pas de répit et au regard du contenu de votre lettre qui évoque des sujets délicats et sensibles, au regard du contenu de votre lettre qui évoque des sujets délicats et sensibles, je vous fais parvenir cette présente en réponse à votre doléance diligente de me rencontrer. Donc, ça c'est une réponse à lui. Hein? C'est lui qui me répond. Quand les gens nous taxent de rébellion, mais non. Nous, dès que nous constatons ce qui s'est passé entre le 15 et le 18, parce que quand je vais à Brazzaville, on me dit qu'il y a eu un corps retrouvé dans l'un des domiciles de Guy-Émile Loufois Sétikwabo à Mokunzingwaka. Ce corps a été gardé du 15 au 18, déposé à la morgue de Makele-Kele, et par la suite, inhumé à la sauvette le lendemain matin. Mais moi, quand je me rapproche, ceux qui parlent aujourd'hui de la mort, quand je me rapproche d'eux à l'instant, ils ne me donnent pas cette confirmation. Ils me disent au contraire que le maître se serait retiré quelque part et pour l'heure, il ne s'adresse qu'à l'un de ses fils qui s'appelle Dalville Loufois. Et moi, je reçois cette famille ici à Pointe-Noire. Quand ils viennent tous à Pointe-Noire, je les reçois. Ils commettent l'erreur de me laisser à la véranda et à Siafoumou, au domicile de l'une des filles Loufois. Ils sont dans la maison et moi, je les entends parler du partage des biens. Je les entends parler des rôles que chacun doit jouer pour pérenniser le gain. Ça se passe devant moi. Et là, ils sont tous ensemble, tous. Personne ne s'est levé encore pour dire « je vais trahir ». C'est ça qu'il faut savoir. Aujourd'hui, quand on nous dit d'être avec X ou Y, mais non. Il faut que les gens sachent qu'au départ, quand ces enfants-là sont devant leur affaire, ils sont tous unis. C'est quand certains commencent à se sentir délaissés dans le partage de l'argent qu'ils rentrent dans cette guéguerre, que l'un d'eux dit, maintenant je vais vous dire la vérité. Je vais dire aux autres là, la vérité. C'est ça ce que les gens doivent savoir. Moi qui parle, j'ai la gestion de la section de Luzolo la plus importante au Congo et dans le monde entier. J'ai été contacté. Les enfants Loufois sont venus me voir pour dire, écoute, on va s'arranger à ce que toi aussi, tu aies de l'argent, que tu sois riche, que tu sois ceci. Ils m'ont fait des propositions devant témoins.
Moi, je leur dis, je m'en tiens à ce que le président fondateur a dit. Si c'est pour l'argent, je suis désolé parce que Dieu m'a quand même mis dans certaines prédispositions en la matière. La rupture avec eux part du fait qu'ils comprennent en moi, ils n'auront pas l'allié dont ils ont besoin pour mener ce qu'ils voulaient mener. C'est ça le problème. Maintenant, vous me posez la question de savoir de ce qui s'est passé. Madame la journaliste, le peuple de Dieu, les gens qui m'indexent aujourd'hui, doivent savoir que si nous sommes arrivés quand même à cette vérité, c'est parce que la modeste personne qui vous parle s'est quand même battue en mettant sa vie même en danger. Mais nous avons obtenu quoi? Nous avons obtenu parce que nous écoutions des choses à gauche et à droite. Mais par une action menée au niveau de la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, nous avons réussi à voir toute la famille Loufois, tout au moins les concernés, ceux qui étaient présents entre le 15 et le 18, nous les avons eus dans la même salle à l'occasion d'un transport sur les lieux organisé le 18 février 2020. Moi, je m'en vais vous lire seulement, puisque le témoin principal, nous sommes descendus au tribunal de Bakongo, parce qu'il y avait un dossier pendant là-bas sur une présomption d'absence. Nous sommes allés à la morgue de Makelekele, où nous avons eu la confirmée qu'il y a un corps qui avait été déposé là du nom de Laurent Moutsambote. Et le tribunal a appelé le témoin principal, qui est quand même pas n'importe qui est un officier de police judiciaire, c'est un commandant de police, qui est le fils aîné, le garçon de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Donc, il est venu à la barre. Je m'en vais vous lire. Le document est là, c'est le procès verbal de transport. Il est venu à la barre pour dire ceci. C'est le 13 septembre 2008 que j'avais reçu de ces nouvelles, donc de son père. Qu'en date du 14 octobre 2008, je recevais des appels incessants de la part de notre sœur Loufoua Evelyne, en pleurs autour de 19h, me demandant de le rejoindre à Kinsundi suite à l'état de santé critique de mon père. Le lendemain matin, autour de 11h, dès que j'arrive sur les lieux, non loin, Machila, se trouve la dépouille de mon père, le nommé Loufoua-Seti-Kouabo Guémi. Ça, c'est lui qui parle. 9 personnes étaient présentes, dont 4 hommes et 5 femmes, parmi lesquelles Diameso, Malonga, Loufoua Dalvi, Loufoua Evelyne et la veuve et le beau-frère. En dehors de la veuve, toutes les personnes citées là étaient dans la salle au moment où M. Guy Florence Loufoua est en train de parler. Dès mon arrivée, je leur ai demandé quelles étaient les dernières paroles. Suite à leur silence, j'étais sur le point de repartir, mais c'est grâce à l'intervention du beau-frère, lequel m'a supplié de revenir au chevet du lit sur lequel se trouvait le corps de mon père. Ça, c'est Guy qui parle. C'est la sœur Loufoua Evelyne qui me confirmait l'heure à laquelle papa était mort, c'était autour de 9h. À cet instant, nous avons réfléchi sur ce que nous devions faire. Ceci se passe le 15 octobre 2008, alors qu'on n'avait pas pu déposer à cette date le corps à la morgue. Qu'après réflexion, en date du 18 octobre 2008, j'ai sollicité le concours de Malonga Sébastien afin que le corps soit déposé à la morgue sous une autre identité, celle de Moutsambote Laurent. Ceci fut exécuté sans problème, surtout que durant 3 jours que son corps était resté à l'air libre. De son vivant, il se disait ne pas être aimé de ses fidèles. Donc, que son corps pouvait être brûlé par certaines personnes, que le sieur Loufoua Dalvi était chargé de l'achat des habits et du crucifix. Donc, le fils qui a dit, ça c'est, je lis ce qui est dit. Le fils qui a dit qu'il était le seul à recevoir les instructions de son père, parce que le seul à connaître là où son père était, le seul à payer la cola pour son père, là nous apprenons que c'est lui qui achète les habits et le crucifix. Ceux qui disent que c'est le corps de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, nous on n'était pas là. Bon, nous on a vu à la morgue le corps de Moutsambote Laurent. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu recel et trafic de cadavres, puisque tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a eu un cadavre. Maintenant, s'appelle-t-il Moutsambote Laurent ou un autre nom? C'est ce que nous voulons savoir aujourd'hui. Parce que nous trouvons que le déclic de ce dysfonctionnement, ou alors le départ de ce dysfonctionnement, date de cette période. Et vous savez que dans ce cadre-là, d'un problème aussi délicat, on devait s'intéresser à l'éclosion de la vérité. Mais au contraire, c'est ceux qui ont boutiqué cette affaire qui semblent avoir les faveurs
à gauche et à droite pour déranger ceux qui veulent avoir la véritable information. Donc, on nous dit c'est lui qui était chargé des habits et de l'achat du crucifix. Ensuite, nous l'avions enterré ensemble à Lukanga 2. Quand Guy finit ses déclarations, parce que même sur la base de ces déclarations, c'est là où il nous a produit un lot de documents que je me suis arrangé à avoir. Et dans ces documents, il y a une carte, une déclaration de perte de carte d'identité avec la photo de Guy Émile Houphouët-Boigny et on a mis le nom de Moutsamoté Laurent. Donc, il y a beaucoup de questions à éclaircir sur ce problème qui est très grave. Moi, je dis que c'est un problème qui est très grave. Nous connaissons Guy Émile en tant que président fondateur de notre association. Et notre conception à nous de lui, c'est sur sa divinité. Il est Dieu. Et nous savons que Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, si sur un plan pratique terrestre, il y a eu un problème, il faut que cette famille nous dise la vérité, nous dise exactement ce qui s'est passé. Parce que nous trouvons que c'est depuis cette période que beaucoup de problèmes sont rentrés au niveau de l'association. Donc, il faut savoir exactement ce qui s'est passé. Mais madame la journaliste, je peux vous dire que ce jour-là, puisqu'on écoute, il est auditionné, le tribunal s'est constitué, donc, s'est déployé au tribunal de Bakongo. On a donné la parole à tous les autres membres de la famille, ceux qui étaient cités. Donc, nous nous attendions à quoi? À ce que les gens viennent apporter la contradiction. Que les gens viennent apporter la contradiction. Personne n'est venu apporter la contradiction. Personne. Personne n'a dit il ment. Personne n'a dit ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Mais la réalité, c'est quoi, madame la journaliste? C'est qu'il y a eu quand même un corps. Puisque, à la morgue de Makele Kele, on a bel et bien vu l'enregistrement du corps. On a appris par la suite qu'il y a eu des problèmes d'inhumation, d'exhumation. Bon, des gens qui ont trafiqué un corps, on ne sait pas si le corps a existé. Mais là, tout le monde a dit que ce corps-là a existé. Il est mort de quoi? Peut-être qu'on l'aurait peut-être aussi empoisonné, qui sait. Donc, c'est des questions qu'il faut éclaircir. C'est pour ça que nous, on voulait régler ces problèmes à l'amiable, en cherchant à laver le linge sale en famille. Mais comme on nous conduit, vous savez, c'est des pères d'enfants comme nous qui sont menacés de privation de liberté. Donc, nous ne savions pas si nous arrivons dans ces conditions, comment nous allons faire pour gérer des enfants. Mais il faut que nous n'allons pas nous taire pour nous dire pourquoi vous parlez et tout. Donc, voilà pourquoi ces éléments, vous les avez peut-être pour la première fois que j'arrive à les mettre à la disposition des médias que vous êtes. Mais ce n'est pas parce que je ne les avais pas. Mais c'est parce que je trouvais que la nudité de notre association ne devait pas être exposée de la sorte. Et qu'on devait arriver à un moment où il fallait régler ce problème. Donc voilà, il s'est passé réellement quelque chose entre le 15 et le 18. Et il faut demander à la famille Loufoua de nous dire exactement ce qui s'est passé. Puisque un membre de la famille a parlé, il a donné tous les éléments. Tout le dossier est là. Tous les éléments. Vous voyez? Tout est là. Les actes de décès, tout est là. Moi, j'ai pris la peine. Vous voyez comment moi, je garde les documents et je les fais garder à gauche et à droite au cas où. Est-ce que selon vous, cher président, il y a eu des dysfonctionnements constatés au niveau de la justice dans le traitement du dossier Luzolo Amour? Là aussi, j'aimerais préciser une chose. Nous sommes respectueux de nos institutions. Nous sommes respectueux de notre justice. Nous sommes respectueux de notre État. Madame la journaliste, si je ne l'étais pas moi-même, qui suis quelque part un cadre quand même, nous aurions rencontré des situations déplorables. Vous savez combien de fois j'ai maîtrisé ce peuple-là? Combien de fois j'ai calmé ce peuple? C'est parce que je sais que Guy Émile Houphouët-Boigny est pour l'ordre et qui n'a jamais été pour le désordre. Parce que je sais que nous qui prions, nous devons être ceux-là qui doivent venir en aide aux institutions de la République. Donc nous n'avons aucun intérêt à nous dresser contre les institutions de la République. Vous avez eu quelques voix qui se sont levées à gauche et à droite, ce sont des questionnements, ce sont des interrogations. C'est-à-dire que les gens se posent la question de savoir, mais il y a des évidences, mais c'est clair. Mais où se trouve le problème? Donc nous ne sommes pas contre l'institution judiciaire, mais nous sommes peut-être contre le comportement de certaines personnes qui animent ces institutions. Nous ne sommes peut-être pas contre eux, mais nous nous indignons de certains comportements. Quoi par exemple? Je vous prends ceci. En 2017, quand M. Bikindu Bissombolo demande au tribunal de grande instance de Pointe-Noire de mettre les biens que nous gérons sous séquestre
en attendant que le problème de l'association soit réglé. Déjà, il y a un problème parce que les biens qu'on demande à mettre sous séquestre, ce sont les biens à notre disposition, sous notre gestion à l'époque, la RTOPH ici, le CMS. Mais s'il y avait à demander la mise sous séquestre des biens, en attendant que le conflit soit réglé, il fallait le faire pour tous les biens, et les leurs et les nôtres, puisqu'on demandait de désigner des administrateurs judiciaires. Mais curieusement, c'était nous. Et le président du tribunal de grande instance avait débouté Bikindou Bisombolo pour lui dire « Tu n'as pas la qualité de demander cela. Tu n'as pas cette qualité d'engager l'association. » Donc, il avait perdu ce procès. Maintenant, le même président de ce tribunal, quand il s'est rendu à Brazzaville, maintenant, il était affecté à Brazza, il a pris une ordonnance qui mettait maintenant nos biens sous séquestre, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il avait prononcé à Pointe-Noire. Sans pour autant donner des éléments nouveaux, parce qu'il peut le faire, c'est dans ses droits. S'il y a eu des éléments nouveaux, si entre-temps, Bikindou a eu à produire la qualité, le mandat du président fondateur, donc nous avons reçu ce papier. Quand ce papier est arrivé, quelque temps après, nous avons reçu les réquisitions du parquet de Brazzaville pour permettre aux administrateurs judiciaires qui étaient nommés de venir prendre la RTA, et tout. Vous avez vu ce que ça entraînait en termes d'émeutes, en termes de machin, et Dieu merci, nous sommes passés au bord de la catastrophe. Mais nous avons demandé au peuple de Dieu de se calmer. Nous avons dit, nous allons répondre par la manière la plus légale. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, avec nos avocats, demandé que ces réquisitions soient levées. Et c'est ce que le parquet de Brazzaville a fait. Nous avons eu des réquisitions contraires. Et quand nous sommes venus pour faire appliquer ces réquisitions, la même semaine où nous avons eu les réquisitions, le parquet de Brazzaville est revenu encore sur les réquisitions. Donc, on a eu 7 réquisitions du même parquet, 7 réquisitions du même parquet en 2 semaines. Donc, c'est là où les frères et sœurs se sont dit, mais non, il y a problème. Parce que c'est quand même une juridiction. Donc, quand elle prend une décision, ça veut dire qu'elle a pris le temps, puisque à chaque fois, les réquisitions étaient motivées. Et vous voyez que la motivation était évolutive. Et vous étiez en train de vous poser la question, mais ce qu'ils avancent là, pourquoi ils n'ont pas vu ça compte? Pourquoi? Donc, il y a eu au moins 7. Hein? Vous voyez, j'ai ici, je parle sur thème parce que je me dis, les gens pourront m'appeler à gauche et à droite. Donc, j'ai toujours, par habitude, de prendre tous ces éléments. Donc, vous voyez plutôt, les premières réquisitions, nous les avons le 22 novembre 2019. Après, nous rentrons en décembre. C'est là où il y a eu la série des réquisitions de la même juridiction. De la même juridiction. Prend des réquisitions en faveur des autres aujourd'hui. 2 jours après, prend des réquisitions en notre faveur. Une semaine après, revient sur... Donc les gens disent non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un exemple. Quand nous avons eu l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire, nous avons par la suite eu aussi du parquet de Pointe-Noire les réquisitions pour l'application. Alors là, ça a été tout un problème parce qu'on nous a dit il y aura trouble à l'ordre public, il y aura ceci. Je me suis même rendu à une réunion présidée par le secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire. Je me suis rendu à cette réunion et j'ai dit à monsieur le secrétaire général, qui nous a d'ailleurs dit que quand il y a des décisions de justice, l'administration se plie. J'ai dit, monsieur le secrétaire général, nous avons un arrêt de la Cour d'appel et nous avons les réquisitions. Et devant la portée, les enjeux du moment, j'ai dû décliner. J'ai dit, bon, monsieur le secrétaire général, pour mettre à l'aise tout le monde, je prends l'engagement de ne pas appliquer cet arrêt, de ne pas chercher à exécuter ces réquisitions. Je laisse les autres continuer à prier parce que je trouve que cela risque de porter un discrédit à notre association. Donc, malgré ce que nous avons eu au niveau de la justice, je les laisse continuer. Et c'est un week-end que nous avons eu des réquisitions de monsieur l'avocat général près la Cour suprême pour suspendre les réquisitions qui étaient prises par le parquet de Pointe-Noire en notre faveur. Donc, nous avons eu, le 12 avril 2019, les réquisitions de monsieur l'avocat général de la Cour suprême, donc qui demandait de suspendre ce que le parquet de Pointe-Noire avait fait. Et nous sommes repartis vers la Cour suprême
pour avoir d'autres réquisitions le 13 mai 2019, cette fois-ci, de monsieur le procureur général de la Cour suprême, pour dire non, l'arrêt de la Cour d'appel court tant qu'une institution supérieure. Donc, vous voyez, ce sont un peu ces allers et retours, ces contresens qui font dire au commun de mortels, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas que on est contre l'institution judiciaire, ce serait même un suicide que d'être contre l'institution judiciaire, mais c'est une série de phénomènes qui font dire qu'il y a comme 2 poids, 2 mesures. Quand nous sommes rentrés du transport sur les lieux à Brazzaville, nous avons attendu longtemps avant d'avoir ce procès verbal. Et je me suis rapproché d'un greffier, je l'ai enregistré, je l'ai reçu. Et le greffier me dit non, il y a nos adversaires qui sont allés le voir et qui ont demandé de retarder la production du procès verbal. Et que si je voulais que le procès verbal soit produit rapidement, il fallait que je donne un peu plus que ce que eux, ils ont donné. Je vous dis, je vous dis ce qui s'est passé, ce qui nous pousse à dire qu'il y a des petits problèmes, madame la journaliste. Ça, c'est des choses que je ne peux pas dire parce que j'ai le respect pour ce que je suis. Mais comme vous voyez, je vous ai dit, ça touche maintenant à la vie des gens. Ça touche à la vie des gens. Donc, on doit se dire certaines choses. Ce n'est pas l'institution judiciaire en tant que telle, mais c'est le comportement de certaines personnes. Et il me dit, et moi je dis, monsieur le greffier, je suis désolé, je ne peux pas satisfaire à votre demande. Depuis qu'il y a le conflit de Luzolo, je ne suis jamais allé voir un magistrat, je ne suis jamais allé dans... Sauf quand je suis appelé, sauf quand je suis invité, sauf quand je suis convoqué. Mais jamais. Et j'ai un autre fonctionnaire qui me dit, vous avez raison, votre dossier avance, mais écoutez, je vous envoie le devis de ma charpente, et c'est par écrit, c'est par écrit. La lettre est là. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça par écrit, sachant que c'est des documents que je pouvais garder. Donc, je m'arrête là. Je peux vous citer d'autres éléments. Nous avons écrit à l'inspection générale des services judiciaires et des juridictions, et nous attendions à ce que, lorsque nous devions être appelés, que nous présentions toutes ces situations. Donc, vous voyez, madame la journaliste, contrairement à ce que les gens disent, que nous avons décrié ceci ou cela, non. C'est parce que nous avons pris le temps aussi d'écrire aux institutions concernées, d'utiliser, d'épuiser toutes les démarches légales. C'est parce que nous n'avons pas de suite que nous disons, bon, peut-être que les gens ne savent pas ce qui se passe, on va leur dire ce qui se passe. Tout ce que nous avons rencontré là, nous avons écrit. Nous avons même écrit au ministre, à son excellence ministre, le ministre de la Justice. Nous avons parlé de ces faits. Donc, je préfère m'arrêter là, mais sinon j'ai beaucoup d'autres exemples de comportements qui m'ont même conduit à dire que finalement, il me semble que ce conflit de Luzolo fait met certaines personnes dans des conditions matérielles et financières qui sont bonnes. La raison pour laquelle peut-être il faut faire que ça perdure. Donc, je tenais à corriger quand même cela parce que mon statut ne me permet pas de critiquer. Mon statut ne me permet pas. C'est-à-dire, si je critique des institutions de l'État, c'est comme si je me critiquais moi-même. Si j'encourage des actions à trouble à l'ordre public, c'est comme si je le faisais contre ma propre personne. Parce que nous sommes ce que nous sommes grâce à l'État. Madame la journaliste, je suis ce que je suis grâce à l'État. Parce que c'est depuis l'âge de 13 ans que j'ai été pris à l'école militaire préparatoire. Toutes mes formations à l'étranger, tout c'est l'État. Donc je dois beaucoup à l'État. Et j'ai beaucoup de respect pour l'État. Mais, vous voyez, les citoyens qui sont les associés se sont rendus compte qu'il y avait comme 2 poids, 2 mesures. Vous savez, pour un rien, j'ai été appelé quelque part. Parce que j'aurais dit ceci à la télé, j'aurais dit cela à la radio. Mais vous avez quelqu'un qui un matin qui se lève, qui dit, prenez des machettes, prenez de ceci, tuez-le. Et même s'il parle dans le cadre de l'Église, mais il s'adresse quand même à un cadre de notre République qu'il appelle enfoiré. Je sais que ce n'est pas le pouvoir qui l'a envoyé, ce n'est pas la présidence de la République qui l'a envoyé, mais il prétend répondre de la présidence de la République. Et moi, quand je trouve que cette personne n'est pas interpellée quelque part, malgré les menaces directes qu'il a eu à proférer,
il peut arriver aussi que je me pose des questions en tant que citoyen dont la vie serait menacée. Donc, si nous intervenons, les gens vont dire, vous êtes trop sur les médias, vous êtes ceci. C'est par rapport à ça, madame la journaliste. C'est pas par rapport à autre chose. C'est simplement, et nous voulons le faire comprendre. Moi, si je ne viens pas donner ces détails, parce que je suis retenu, mon statut ne me permet pas de sauter la frontière. Mais vous avez des frères, des sœurs qui se sont exprimés, qui ont parlé, et c'est ça là. C'est tout cet ensemble réuni. Nous avons eu des avocats qui nous ont menacés pour dire, demain vous allez voir. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, je suis arrivé devant le bureau du président de tel tribunal, je dis dans les 6 minutes, s'il ne me reçoit pas, et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a reçu tout de suite. Ça veut dire quoi? Qu'un citoyen dit qu'il peut faire des injonctions à un pouvoir judiciaire. Mais ce sont des informations que nous donnons à nos institutions, peut-être pour aider aussi nos institutions à régler le problème de certaines brebis galeuses qui se retrouvent dans leur sein. C'est ça, madame la journaliste. Mais sinon, ce n'est pas que nous sommes contre la justice. Non. Si nous avons eu les arrêts de la cour d'appel, ainsi de suite, c'est parce qu'il y a une justice qui existe. Et c'est parce qu'il y a des magistrats qui lisent le droit, simplement. Alors, monsieur le président adjoint de la Côte BCI, l'association Le Zolo Amour OPH est apolitique. Un mot là-dessus. De l'avis du président fondateur de notre association, nous avons toujours été aux côtés de la paix, aux côtés de tout ce qui est utile pour notre pays que nous aimons beaucoup. Pour preuve, chaque fois que j'ai été sollicité à titre personnel pour recevoir son Excellence le chef de l'État, vous avez vu comment nous nous sommes toujours déployés. Et je crois que peut-être la production de la RTA pourra nous aider à montrer comment chaque fois nous avons exprimé notre dévouement. Dernièrement, quand nous avons été sollicités, nous avons mis 5482 personnes, 5482 personnes, et à l'aéroport, et à la station Puma de Pita, pour réserver un accueil au chef de l'État. Donc, il n'y a pas, contrairement à ce que les gens disent, il n'y a pas au sein de notre association des velléités de parler de quoi ou ceci. On ne mélange pas, nous sommes apolitiques, on ne mélange pas la spiritualité et la politique. Nous ne mélangeons pas ça, nous, à notre niveau. Donc, on ne peut pas nous accuser aujourd'hui d'intenter des actions qui iraient dans le sens de. Non, ça sert à quoi? Ce n'est pas notre but. Notre but aujourd'hui, c'est de parler des vérités divines de l'heure dans le monde entier. Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, c'est confirmé de plus en plus partout. Notre but, c'est de dire qu'au Congo-Brazzaville, nous avons rencontré un homme qui, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. Il est né sans nombril. Biologiquement, génétiquement, scientifiquement parlant, donnez-nous le cas d'un enfant qui naîtrait. Il peut naître sans placenta, mais il ne peut pas vivre. Mais Guy-Émile naît sans placenta. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de dire à l'humanité tout entière que nous voyons un homme, pas seulement nous, mais même ceux qui ne sont pas avec nous, voient dans le soleil, voient dans la lune ses apparitions. Les photos sont là, les images sont là. Nous avons un homme, quelqu'un accidenté, le cerveau ouvert, on a mis le corps dans un casier à la morgue. Il demande de le ressortir et le remet en vie. Les preuves sont là. C'est un patrimoine. On doit se dire, mais intéressons-nous quand même à cet homme, parce que s'il était simplement homme de la terre, il ne peut pas le faire. Nous voulons aider l'humanité souffrante. C'est pour ça que nous avons le but de l'association mis en place par Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo pour aider l'humanité souffrante. C'est ça notre but. Et pendant près de 5 ans, nous sommes freinés dans cet élan d'aller de l'avant. Vous voyez, par exemple, sur l'origine de la spiritualité, il y a beaucoup de langues qui se délient, il y a beaucoup d'études, et des études sérieuses, qui aujourd'hui, en partant de la confirmation du fait que les pharaons étaient noirs, arrivent aujourd'hui à reconnaître que Jésus était noir. Donc aujourd'hui, on est dans un grand débat de savoir pourquoi cette réalité avait été longtemps cachée. C'est des choses que nous voulons aller dire dans le monde entier. C'est pour ça que nous sommes allés récemment au Bénin, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Ghana. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui une forte communauté béninoise qui, bien n'ayant jamais été pour la plupart au Congo-Brazzaville, croit en Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo. Vous avez des adeptes du vaudou
au Bénin qui ont vécu la puissance de Guy Émile Houphouët-Boigny. Nous, c'est de ça que nous voulons parler. Nous n'avons pas dans notre enseignement les tribunaux, nous n'avons pas dans notre enseignement les accusations de ceci. C'est pour ça, si nos amis avaient vraiment tenaient de Guy Émile ce qu'ils sont en train de faire, on devait dire à s'asseoir. S'ils tenaient de Guy Émile, on devait dire à s'asseoir. Voilà. Votre représentant en France, frère président adjoint, venait de recevoir une sommation à se présenter devant un huissier de justice. De quoi s'agit-il exactement? Oui, j'ai appris hier que le président Arnaud Bikamou, notre représentant en France, devait répondre à une plainte à la justice. Mais j'aimerais simplement dire ceci. Vous savez, ce qui se passe maintenant, c'est des problèmes simplement de frustration, de règlement de compte. Parce que si c'était que la vérité que nous voulons tous défendre, hein, si c'était que Guy Émile Houphouët-Boigny que nous voulons tous défendre, les gens n'allaient pas être là à aller porter plainte les uns contre les autres. Vous savez, en France, il y a eu une section qui répondait de Bikindou Bissombolo. Ceux qui portent plainte à M. Arnaud Bikamou aujourd'hui, c'est des gens qui ont été avec Arnaud Bikamou. C'est des gens, s'ils ont eu la possibilité d'évoluer aujourd'hui, c'est parce que nous avons lancé le mouvement des Monts Ararat. Parce que ceux qui répondaient de Bikindou Bissombolo à l'époque, ils étaient là. Mais eux, ils n'avaient pas eu le temps de lever un doigt. Mais c'est par la chaleur du mouvement des Monts Ararat qu'ils ont eu, eux, l'occasion de se lever là-bas aussi. Donc, tous ces gens-là, au départ, se sont réclamés de nous. Pas de nous en tant que personne, mais du mouvement qu'on avait lancé en tant que les Monts Ararat. Et c'est sur la base de ça qu'on a eu à porter plainte contre eux et qu'il y a eu des plaintes, ils sont allés à la justice et tout, jusqu'à ce qu'ils ont gagné sur l'ancien bureau qui répondait de Bikindou Bissombolo. Maintenant, la scission s'est opérée où? C'est dans un problème d'hommes. Il a fallu tenir une assemblée générale sur la base de ce qui a été demandé parce qu'on avait mis un administrateur judiciaire, etc., etc. La rupture s'est faite à partir de cette assemblée générale. Mais ceux qui portent plainte aux autres, ils étaient tous ensemble. Mais pour un problème de positionnement, pour un problème d'ego, pour un problème d'ambition démesurée, voilà, à l'Assemblée générale, il y a eu des arrangements qui n'étaient pas conformes à ce que nous, on avait prétendu. Et donc, ceux qui n'étaient pas d'accord avec ça se sont retirés pour se créer un cadre juridique de convention fille-mère. Parce que vous allez voir qu'il y a certaines associations, certaines personnes qui peuvent s'exprimer au nom de notre association à l'étranger, mais qui n'ont pas l'affiliation à la mère, à l'association mère. Et donc, nous avons dit, ne répondent de nous que ceux qui sont dans cette convention. Et le président Arnaud Bikamou et les autres sont donc dans cette procédure de convention fille-mère par rapport à l'association de base. Les autres sont rentrés dans une position de ni noir, ni blanc. C'est-à-dire qu'ils se disent indépendants. Indépendants de quoi? Il n'y a pas d'indépendance en Guy Émile Houphouët-Boigny. Il y a l'obéissance ou il y a la dénonciation. On obéit à ce que Guy Émile demande. On dénonce ce que Guy Émile ne veut pas. Mais on n'est pas indépendant, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une mutuelle. L'association n'est pas une mutuelle pour dire on est indépendant. Indépendant de quoi? Nous sommes tous appelés à défendre l'association. Nous avons signé un texte d'engagement qui dit « Je travaillerai autant qu'il me sera possible au progrès de et je ferai tout pour ne pas qu'on puisse porter atteinte à l'association. » Mais vous avez des gens qui se lèvent un matin et vous disent qu'ils sont indépendants. Indépendants de quoi? Parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient colonisés. Donc, c'est des frustrations, c'est des débats internes, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est un problème d'ego que les gens veulent mettre sur Guy Émile Houphouët-Boigny. Et j'apprends que le président Arnaud Bikamou, on a eu à porter plainte contre lui. Mais ceux qui lui ont porté plainte savent qu'en France, il y a 2 Louzolos qui existent. Je me demande pourquoi ils n'ont pas porté plainte à ces 2 Louzolos. C'est-à-dire qu'à part le président Arnaud et tous les siens et les nôtres, il y a un Louzolo qui continue à évoluer sous l'égide de répondant de Bikindou Bissombolo ici. Pire, il y a un Louzolo qui a même un récépissé à Sarcelles. Donc, eux, ils devaient s'attaquer aussi à ce Louzolo-là. Mais pourquoi ils s'attaquent seulement à M.
Arnaud Bikamou, qui au départ, ils étaient tous ensemble. Ils ont porté plainte ensemble. Ils ont tenu l'Assemblée générale ensemble. Ça veut dire qu'ils ont partagé les mêmes visions ensemble. Mais pourquoi ils n'attaquent pas M. Levin Ziengi, qui lui a obtenu un récépissé? Il a même demandé à l'Union européenne la protection sous son nom de ce récépissé. Donc ça veut dire que si M. Levin Ziengi obtient de la propriété industrielle la paternité du nom de l'association Luzolo, eh bien, c'est un problème pour notre association. Donc, eux, ils devaient plutôt se préoccuper de ça. Parce que M. Levin Ziengi a écrit à la propriété intellectuelle européenne, je n'ai pas le nom exact de la structure, pour prendre la protection de ce nom. Vous voyez là où c'est grave. Le nom de l'association de Guy-Émile Loufoy, c'est Tikwabo. Le nom de l'association. Et eux, ils savent ça. Ils ne s'attaquent pas à cette personne. Vous avez quelqu'un qui a changé le récépissé originel de l'association, vous ne l'attaquez pas. Vous vous réclamez de Guy-Émile, mais votre maître vous dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Nul n'a le droit de changer les statuts et les textes fondamentaux. Lui, il les a changés et vous dites indépendant. Vous allez attendre les troupes coloniales pour mettre fin à l'indépendance. Non, c'est quand même du ridicule. Et à la fin, il faut leur poser la question de savoir ils défendent qui. Qu'ils viennent dans les médias. J'ai appris qu'ils devaient venir dans les médias. C'est bien. Mais nous, quand on vient dans les médias, on présente des supports. Donc voilà ce que je peux dire sur ça. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous prendrons à notre niveau aussi toutes les dispositions qui s'imposent. Alors, quel est donc votre mot de la fin, Papa Président? À ceux qui ont trouvé mon ton très remonté lors de l'entretien précédent, je voudrais simplement leur dire que si j'étais arrivé à ce stade, c'est un peu par le souci de père de famille que nous sommes, d'être souvent ces derniers temps dans des conditions où nous ne pouvons pas gérer notre famille, parce que appeler à gauche et à droite pour un problème qui est connu, des individus qui se sont organisés pour une escroquerie en bande organisée, des individus dont on sait qu'ils sont presque dans le délit de recel et de trafic de cadavres, et que vous avez des gens pour lesquels tout a été présenté pour leur dire que ce qu'ils font n'est pas bien, et vous avez l'honneur des gens comme nous qui est bafoué à longueur de journée, vous avez la dignité des gens comme nous qui est bafoué à longueur de journée, vous êtes humilié à longueur de journée partout dans tous les domaines de votre vie. C'est vrai, vous allez me dire que bibliquement, il faut supporter. Sauf que nous autres, on s'appelle ni Paul, ni Moïse. Nous faisons notre chemin aussi dans la voie de Dieu. Donc voilà, nous venons beaucoup sur les médias, que vraiment les auditeurs, les téléspectateurs, ceux qui nous suivent nous pardonnent. Mais écoutez, je pense que j'ai en tête ce que m'avait dit un de mes oncles. Il m'avait dit, il y avait un enfant sourd-muet. Il y avait un enfant sourd-muet dans un village. Et il était en face de sa maman. Et dans le dos de sa maman venait quelqu'un avec une hache. Et le jeune homme faisait des gestes à sa maman, mais la maman ne comprenait pas la signification de ces gestes. Donc le jeune homme est assis en face de sa mère et voit quelqu'un venir avec une hache pour venir menacer sa mère. Mais sa mère est de dos, sa mère ne voit pas. Et il fait des signes, mais le sourd-muet a parlé. Quand il a vu que l'homme était proche avec la hache, le sourd-muet a parlé et voilà comment il a commencé à parler. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre entretien. Merci à M. Charles Mikungi Lundu d'avoir accepté notre invitation. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine occasion.